qu'on a perdu ce match parce que Benfica, effectivement, est un beaucoup plus grand club et plus ancien club que nous. Ah, les amis, on est de retour pour ce débrief d'après-match. Comme disait Bernard Tapie, à cette époque-là, j'ai compris. Et je pense que hier, on est beaucoup à avoir compris qui était le Real Madrid et quelle était la différence entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille. Bon, on n'a pas le cœur totalement au sol, mais avec mon ami El Gringo, il est temps de parler football parce que là, on va devoir vraiment parler football. Ah oui, pour une fois, il y a beaucoup de choses à dire. Ça se résume pas juste à un bloc bas qu'on essaye de contourner. Moi, je pense qu'on a vu un grand match de football pour un spectateur neutre. Je pense qu'il s'est régalé. Combien tu m'as dit? 43 tirs Ouais, 28 pour le Real, 15 pour l'OM. On verra les stats après pendant le. Mais oui, c'est un match de Ligue des Champions. C'est du foot, c'est deux équipes qui veulent jouer, deux équipes qui tentent des choses. Et malgré l'écart abyssal qu'il y a entre nos deux équipes, ben, on l'a pas tant ressenti que ça sur le terrain, passer 15-20 premières minutes très difficiles où on a totalement raté notre entame de match. Ça m'a fait penser, Naïm, l'entame de match, ça m'a réellement fait penser à OM Paris Saint-Germain au Vélodrome l'année dernière. Sauf que Paris nous avait crucifiés très rapidement. Ils n'avaient pas raté ces opportunités-là que Madrid a ratées. Est-ce que la question, c'est est-ce qu'on ne s'est pas mis une pression comme disait Benassia, il a parlé du syndrome Bernabéu. C'est-à-dire que tu arrives, tu as l'impression que le stade t'étouffe, même s'il n'y a pas des supporters qui hurlent, mais c'est plutôt la pression de l'histoire. Oui, le poids de l'histoire, le poids de l'adversaire, de la reprise en Ligue des Champions et aussi d'un contexte qui n'est pas totalement effacé, très certainement. Hein. On a vécu un début de saison très compliqué, on le sait. Mais bon, vrai mauvais début de match dans tout. On a absolument tout raté. En fait, ce premier raté d'Højbjerg a peut-être un peu conditionné tout le monde. Heureusement, Mbappé met à côté parce que si tu prends au bout d'une minute, je te dis pas. Mais voilà, pendant 10 minutes, ça a été très compliqué. Puis progressivement, on a un peu pris confiance et on s'est mis à jouer au football. Tu vois, et c'est pour ça qu'on disait à l'époque le carton rouge d'Amin Harit a changé la phase du match. Et les gens te disent non, mais on aurait quand même morflé, etc. Bah, en fait, un match de foot, c'est pas 90 minutes linéaires dans un match. Donc, il y a des hauts, il y a des bas. On a démarré très difficilement et on sentait, nous, de l'extérieur, le poids, Naïm, le poids de la pression d'une équipe qui a 6 nouveaux joueurs sur le terrain, encore une fois, hein, à juste titre ou pas, on aime ou on n'aime pas les changements qu'il y a pu avoir cet été, mais en tout cas, il y avait 6 nouveaux joueurs. Et donc, Emerson et O'Reilly, pas facile hein, de rentrer dans ces conditions. Emerson O'Reilly, premier match Ligue des Champions contre le Real. Balerdi dans une situation mais où il a été tellement décrié qu'il est passé pour Grégory Bourillon derrière. Et on ressort dans un match, Naïm, où il y a quelque chose de très clivant. Je pense qu'on va démarrer par ça. Ça me fait chier de démarrer par ça parce que je préférerais démarrer par le jeu. Mais je pense qu'il faut. C'est important. Nos abonnés qui nous regardent, vous le savez, on essaie d'être le plus objectif possible. Et là, on est face à un dilemme. Le premier dilemme, il est posé par la scène médiatique française. Il y a des choses que je lis là-dedans et je vais vous le comparer avec ce qui est vu du côté de l'Espagne. Édouard Cissé, il dit, de manière classique, vous l'avez vu, on était à 11 contre 10. En prenant du recul, il n'y a pas photo entre les deux équipes. C'est bien, ils n'ont pas pris une rouste. Il y a une équipe qui était meilleure. Ce que j'ai vu dans le jeu de l'OM, je me demande quelles sont les ambitions. Et il conclut par c'était fade alors que ce n'était pas un bon Real. J'ai vu tellement peu de choses que c'est difficile de faire un débrief technico-tactique. La vision française de Riolo, l'OM manque d'ambition, l'OM aurait dû, l'OM devrait. Ok, ça c'est leur vision. Je vais aller en Espagne. Et en Espagne, Roberto De Zerbi fait partie de ces entraîneurs qui, au-delà du résultat, s'efforce de laisser son empreinte. Des mouvements de balle impeccables, un pressing ambitieux, toujours tourné vers l'avant, en prenant des risques extrêmes. Marseille n'est pas venu pour faire du tourisme à Madrid et l'a clairement démontré. Naïm, il va falloir qu'on parle de ça. Pourquoi il y a un aussi grand écart entre la vision française, donc axée exclusivement sur le résultat, et la vision espagnole axée exclusivement sur le jeu? Ouais, peut-être question de mentalité, question de pessimisme français. Hein. Les Français sont très râleurs, très pessimistes. C'est une réalité, malheureusement. On est comme ça. Nous, sur la chaîne, on essaie de montrer l'inverse. Mais en grande partie, il y a cette réalité. Et enfin, moi, je suis absolument pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Quand Riolo il dit l'OM doit absolument faire top 24, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi? En quel honneur? Je veux dire, quel est notre passé récent en Ligue des Champions qui justifie qu'en arrivant cette année, on se positionne de suite dans le top 24? C'est pas vrai.
Et encore une fois, JC va dans le même sens que Dugarry, de ces gens qui, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est mis en place sur le terrain, disent qu'il n'y a rien de fait. Moi, la seule phrase de juste dans tout ce qu'a dit CC, c'est qu'il y avait une équipe meilleure. Oui, le Real était meilleur que nous, ça on le savait, c'est pas nouveau. On l'a pas découvert hier. Mais la réalité, c'est qu'on finit à 2-1 et on élude totalement le fait que le deuxième but, on le prend sur une action, enfin sur un penalty qui pour moi n'existe pas. Parce qu'il n'est pas cohérent avec la manière dont a arbitré l'arbitre depuis le début du match. Oui, sachant que Naïm, il faut préciser qu'avant ce penalty-là, donc carton rouge pour Carvajal, et j'entends des gens me dire ouais, mais il est un peu. C'est cadeau le carton rouge. Pardon, il a mis un coup de tête, je veux dire, il a été naïf. Ouais. Carvajal, en plus, avec je sais pas combien de matchs en Ligue des Champions, il s'est fait avoir, il est tombé dans ses émotions. La réalité, Naïm, c'est qu'à un partout, et même en deuxième mi-temps, on va parler de la première mi-temps, on va parler de la deuxième mi-temps, mais qu'à un partout, on a tous pensé qu'on allait gagner ce match. En tout cas, on pouvait essayer. Après, attention, le Real à 10 reste quasiment tout aussi dangereux, voire pire. Parce que leur plus grande force, c'est la transition rapide. Et ils avaient à ce moment-là Vinicius et Mbappé sur le terrain. Et ils avaient juste à avoir Brahim Diaz qui allait faire plus d'efforts et ne plus trop attaquer. Et ils se retrouvaient quasiment dans la même configuration. Donc, ils restaient très, très dangereux. Mais c'est sûr on était dans de bonnes dispositions. Retenir uniquement qu'on a perdu le match alors qu'on le perd sur ce pénalty-là, c'est quand même important d'insister là-dessus. Hein. On le perd sur un pénalty. Sur une erreur, sur une énorme erreur d'arbitrage. C'est une énorme erreur parce que pour moi, Medina a bien défendu parce qu'il avait récupéré le ballon après ce tacle. Jamais pénalty. Il n'y a jamais pénalty. Il tacle, il prend le ballon et le ballon, la trajectoire retombe sur son bras. Il fait quoi? C'est impossible de siffler le pénalty sur ça. Ouais, c'est illogique. Pour moi, je le siffle pas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut c'est ce qu'a dit Longoria, il faut de la cohérence dans l'arbitrage. Tu vois, il siffle pas la main en première mi-temps, et moi, je suis d'accord avec lui. Honnêtement, je trouve qu'elle est quand même serrée, la double main. Voilà. Moi, je la siffle pas. Je trouve que c'est cohérent, c'est serré, c'est près du corps, c'est pas volontaire, etc. Mais alors, tu ne peux encore moins siffler celle de Medina derrière. Enfin bon, voilà. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'on perd 2-1 contre un Real de Madrid sur une faute de main un peu imaginaire. Et à la fin, tu en résumes on a manqué d'ambition. Je suis pas d'accord et on va peut-être. Tout ça pour reprendre à la fin, si c'est dit quelque chose pour terminer, c'est difficile de faire un débrief technico-tactique. On va te le faire, mon ami Edouard Cissé. On espère que tu vas apprécier. Ouais, on va peut-être commencer par ce qui devait être notre point faible l'an dernier et qu'on devait renforcer en priorité, c'est la défense. Toi et moi, et je pense que beaucoup d'observateurs, on a pensé qu'on allait revenir avec une défense à 5 contre le Real. Totalement. Vraiment. Pourquoi faire? Pour doubler les côtés, quelque part par crainte. Et se disant, on va d'abord sécuriser derrière et voir ce qu'on peut faire offensivement. Et ce qu'a fait Roberto De Zerbi, il faut le souligner, c'est incroyablement ambitieux. C'est très courageux, Naïm, au vu des joueurs sur le terrain. C'est-à-dire que Kondogbia, qui n'a pas joué 6 depuis plus d'1 an, et le voir jouer dans ce double pivot-là face au Real, je veux dire, parce que c'est là où c'était important sur le terrain. C'était eux, ces deux joueurs, Kondogbia et Hojbjerg, qui avaient la plus grosse charge de travail à effectuer, la plus dangereuse, parce qu'on veut ressortir de derrière. Donc c'est eux qui prennent les risques, parce qu'ils reçoivent le ballon dos à la cage. Ouais, c'est sûr, mais là, tu vois, l'organisation du début de match, elle est claire, nette et précise. Tu vois, tu as ton 4-2-3-1, et ce qui veut dire que tu comprends que soit Greenwood et Weah vont faire que défendre et tu n'as aucune chance d'attaquer, et tu partiras de trop loin et tu ne seras jamais dangereux contre le Real, soit c'est du 1 contre 1 derrière. Et c'est ce parti-là qu'on a pris. Et c'était dangereux. Alors, on a raté totalement notre entame de match. Oui, mais Naïm, on a raté l'entame de match uniquement sur des erreurs techniques. Beaucoup sur des erreurs techniques et au tout début, sur la première occasion, aussi un peu sur des erreurs de compréhension. Tu vois, il y a un joueur qui part. Alors, moi, comme je te dis, je ne pense pas que Greenwood doit le suivre parce que sinon, tu t'y as culé. Je pense que c'est plutôt, peut-être qu'on doit bien des milieux, ça doit plutôt se parler, en tout cas resserrer. Ce qui est sûr, c'est que Carreras n'est pas suivi et qu'il a tout le loisir sur cette action-là. Bon, le pauvre Pavard, il n'y peut rien, il a 2 contre 1. De pouvoir centrer, c'est cette fameuse action que Hojbjerg va mal gérer. Mais reviens, Naïm, reviens juste un peu. Il y a du monde dans la surface. Je veux dire, c'est pas comme si regarde, tu as un seul joueur dans la surface et tu en as quasiment 6 autour. Et c'est d'ailleurs Hojbjerg qui va récupérer le ballon et qui va faire une erreur technique, qui va entraîner l'occasion d'Mbappé. Ça rejoint totalement ce que tu dis. C'est que dans ce premier quart d'heure, beaucoup de leurs occasions sont sur des erreurs. On peut penser aussi à Medina qui tarde à relancer, qui est contré, ce qui entraînera le poteau. Mais dans ce début de match,
On n'était pas bien que ce soit dans le placement. Tu vois, Balerdi prend l'initiative d'aller chercher très haut, c'est bien, mais il faut qu'il y ait de la compensation, encore une fois. Il ne peut pas laisser cet immense espace. Il a été bon, il a gagné son duel face à Mbappé au milieu du terrain, ça permet de récupérer le ballon très haut, c'est génial, mais c'était un énorme risque qui n'a pas été compensé collectivement. C'était intéressant ce qu'a fait Balerdi, si c'était compensé par un milieu, si c'était resserré dans l'axe, là on a laissé un trop gros espace. Par contre, pour en revenir à ce qu'on disait au début, là où on a été courageux et souvent bon, c'est le duel défensif, c'est du 1 contre 1. C'est du 1 contre 1 face à Rodrigo, pas face à n'importe qui. Tu vois, et là, Pavard, tu vois, comme il arrive à réduire l'espace, être toujours proche d'un adversaire qui va beaucoup plus vite que lui, qui a un plus gros coup de rein que lui. Moi, je l'ai trouvé monstrueux dans sa capacité à réduire le temps, tu vois, et à gagner du temps face à des dribbleurs hors pair. Quand même, on parle de Rodrigo, Vinicius, qui sont probablement, avec ceux de Paris, peut-être les meilleurs dribbleurs d'Europe. Et c'est vrai que je l'ai trouvé très, très, très intelligent dans sa manière d'utiliser ses forces. Parce que ça va très vite, ils sont plus rapides que lui, tu vois, mais pour autant, il sait fermer les angles, en fait. C'est ça qui est important, c'est que c'est des joueurs techniques et plus rapides que lui. Et ça, défendre 1 contre des joueurs comme ça, c'est très difficile. Et là, non seulement il gagne le duel, mais en plus, il a toujours la possibilité de relancer propre derrière. C'est ce qu'il fait. Là, même situation avec Vinicius, il réduit l'espace au maximum, il veut l'emmener complètement sur le côté. Il sait qu'il a du monde dans l'axe. Alors, Vinicius oublie le ballon, mais c'est parce qu'il l'a emmené exactement là où il voulait l'emmener. Il savait que si Vinicius rentrait intérieur, c'était fermé avec les Marseillais qu'il y avait. Et ça lui permet une nouvelle fois de relancer propre. Il y a un autre joueur qui va être très intéressant, parce que tout comme Timothy Weah, ça fait partie des joueurs où nous, dans notre analyse de présentation, on avait montré beaucoup de qualité, mais que sur les réseaux, sur des gens qui très certainement ne les avaient pas vus jouer, ces joueurs-là, il y avait beaucoup de critiques. Et j'ai lu un article qui disait pourquoi on prend Emerson, c'est pas plus fort que Merlin ou Garcia. Ouais. Et Naïm, il y a Emerson, on va rentrer en détail d'Emerson, mais Timothy Weah, quand on fait la vidéo de présentation, on dit que c'est un joueur qui est bon quand il a des espaces devant lui. Donc c'est un joueur qui a besoin d'espace. Et comme on ne joue pas un bloc bas, en fait, Weah, dans cette configuration-là, il est très très dangereux. C'est-à-dire qu'il peut partir lancer, il a de la vitesse, il a le changement de rythme, il a mis une tempête à Carvajal quasiment à chaque prise d'occasion. Même s'il a quand même fait un bon match contre Lorient aussi, face à un bloc bas. Et là, il faut rendre hommage à Marco, parce que tout le monde a massacré Weah sur le réseau quand il est arrivé. Le seul qui nous l'a dit, c'est Marco, quand on a fait notre présentation, il a dit non, moi je vois tous les matchs de la Juve, Weah, c'est un très bon joueur. C'est pas un phénomène, mais c'est un très bon joueur qui vous sera utile. Et en tout cas, Emerson, pareil, dans le duel en 1 contre 1, il a quand même été très bon face à un joueur qui techniquement est monstrueux. Et tu vois, et pareil, il repart avec le ballon. C'est là où il a été impressionnant hier, Emerson. C'est qu'il est proche, il défend bien, il se fait pas passer. Et en plus, il a une qualité technique derrière qui lui permet toujours d'avoir une relance très propre. Et puis bon, il faut parler d'un troisième joueur qui a été très très bon dans le duel en 1 contre 1, parce qu'on a fait un avant-match où on nous expliquait que ce n'était pas un joueur de foot, que s'il jouait, on allait en prendre 10. C'est Balerdi. Balerdi a gagné énormément de duels. Et tu vois, là, il y a Pavard qui s'est projeté et Greenwood, il va se retrouver à 2 contre 1. Ça va être très difficile pour lui. Il y a l'espace qui s'ouvre plein axe et il se retrouve, Balerdi, dans une situation très difficile à gérer. Il doit gérer à la fois Mbappé et la percussion de Carreras qui a de l'avance. Et il va non seulement récupérer le ballon, mais en plus éliminer Rodrigo pour ressortir propre. Tout n'a pas été parfait. Bien sûr que parfois les Madrilènes sont passés dans du 1 contre 1. On parle des meilleurs joueurs du monde dans ce domaine. Mais je trouve que à la fois ce qu'a fait De Zerbi avec sa proposition tactique et du jeu de 1 contre 1 et la manière dont ont défendu nos défenseurs, je trouve que c'est fort, je trouve que c'est courageux et je trouve que pendant 70 minutes, ça a été vraiment très très bien fait. Et en parlant de très très bien fait, Naïm, même si on analyse au niveau des stats, l'OM a eu une possession supérieure au Real. Alors, est-ce que c'est surprenant? Oui, parce que même avant le carton rouge, et même le Real qui était à 11 contre 11, on avait quand même une meilleure maîtrise du ballon dans notre milieu de terrain, j'ai envie de te dire. Et le Real, finalement, si on veut être plus taquin, Naïm, pour moi, le Real n'a pas proposé de circuit de passe. C'est-à-dire que le Real, toutes les occasions du Real, quasiment 98% sont sur un pressing intéressant et des erreurs techniques qui ne sont pas du niveau d'une équipe qui veut rivaliser en Ligue des Champions avec le Real. Je veux dire,
On a Ils sont revu rendus l'OM à la à la pression, pression. très certainement. Ouais. C'est Comme vrai. les clubs qui viennent au Vélodrome, les petites équipes, tu vois, quand tu les presses un petit peu et perdent le ballon rapidement, ben, je pense que l'OM a eu ce syndrome au démarrage de waouh, le Real, gros joueur, ils sont invaincus cette saison, Xavi Alonso, tu vois, peut-être intrinsèquement, les mecs dans leur tête, ils se disent c'est peut-être trop fort le Real pour nous, tu vois. Et Ah, on avait dit, dans le cœur de leur domination, vraiment, quand ils ont commencé du coup à vraiment prendre confiance, ils ont tenté des grosses combinaisons dans des petits périmètres. C'est pas allé au bout, mais c'est là où on commençait, et c'est là où on a été bon. C'est à partir de ce moment-là qu'on a réussi à remettre le pied sur le ballon, et ça nous a fait du bien. Parce qu'ils commençaient à prendre tellement confiance qu'ils allaient commencer à tenter ces actions-là qui auraient pu nous faire très très mal. Mais c'est vrai que ouais, globalement, tu as totalement raison. et passer cette période-là de vrai doute, Naïm, parce que bah, tu te dis, ouais, je me fais asphyxier et je suis pas en confiance technique. C'est ça le problème, Naïm. C'est que, il faut le rappeler, quand vous êtes sur un terrain, on a tous joué au ballon. Quand tu rates tes 3, 4, 5 premières prises de balle, intrinsèquement, dans ton cerveau, tu te dis, putain, je suis dans la merde ce soir. Tu vois, je suis mal, je suis pas bien avec le ballon. Je me sens pas, je me sens pas à l'aise quand je reçois le ballon. Ouais, il fallait deux choses pour inverser la tendance. Il fallait avoir le courage de continuer à jouer, même si c'était compliqué. Et il fallait un petit peu de réussite à un moment donné sur une action pour te conforter dans ton idée de jeu. C'est ce qui s'est passé sur cette première sortie de balle, qui est peut-être un peu un tournant mental. Donc, on a notre circuit classique, hein, on sort Rouli, il y a une énorme densité madrilène, donc ça va pas être facile de sortir ce ballon-là. Mais il y a Pavard qui donne un très très bon ballon. Et c'est là où Greenwood a un petit peu de réussite sur la remise. Mais ce qui est intéressant, c'est que Greenwood et Aubameyang ont décroché. Et tu vois qu'il y avait Weah en bas de l'écran. Et ce décrochage a fait qu'ils ont aspiré toute la défense madrilène. Et du coup, Weah se retrouve en 1 contre 1 en bas. Et là, Riley a été très très bon sur cette action parce qu'en en une seule balle, il va aller chercher Weah. Et derrière, bah, c'est la différence de vitesse en fait qui fait que Weah va pouvoir prendre le dessus sur Carvajal et mettre une très très bonne frappe. Et là, je pense que mentalement, ça t'a fait du bien. C'est-à-dire que Ouais. ton idée de jeu, tu es parti de ton gardien et tu as fini par une action très dangereuse avec une belle action, même si tu as un petit peu de réussite sur la remise de Greenwood. Je pense que mentalement, ça te débloque un petit peu. Ça te montre que tu es capable Et, de faire de bonnes choses. et tu sais Et que du Naïm, coup, sur bah, cette, et tu sais que Naïm, sur cette action, on parle d'O'Reilly parce que bah, voilà, O'Reilly, il est à l'image de ce match-là. C'est-à-dire que c'est un joueur qui vient juste d'arriver, un joueur qui manque clairement de rythme. On le voit, notamment sur le jeu sans ballon. On peut le trouver quand même très emprunté. Mais par contre, quand il a le ballon, techniquement, dans la qualité de transmission, c'est du très, 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 très bon. Et il arrive à trouver ses passes dangereuses. Et je me remets et je peux pas vous renvoyer vers la vidéo qu'on a tournée parce que notre chaîne est toujours piratée. Donc, mais la vidéo sur O'Reilly, ce que nous disaient les spécialistes de la première ligue et ceux de Brighton, c'est il est très bon quand il voit le jeu, quand il n'est pas aussi haut sur le terrain. Et le match face à Lorient, l'ouverture qu'il fait à Pechao et celle-ci aussi, te montre que c'est un joueur, quand il voit le jeu, il y a des choses quand même intéressantes. Sur un poste plus haut, je trouve en difficulté parce qu'il manque de motricité. On va voir, hein, c'est que le début. ouais, Mais il faut qu'il retrouve du rythme. Mais en tout ouais, cas, il a cette vista qui nous manque. C'est le chaînon totalement. manquant, c'est ce que n'avait pas Rabiot, qui avait beaucoup d'autres qualités, mais et qui nous bloquait parfois hein, justement dans ses fameux matchs face à des blocs bas. Il a la qualité de passe. Et en fait, derrière, ben, regarde, on a continué à jouer. Hein, encore une fois, sortie de balle de l'arrière, Greenwood qui vient très très bas, mais qui, au lieu de ressortir le ballon par sécurité, va aller chercher Aubameyang le long de la ligne de touche. Et deux choses intéressantes. Aubameyang qui arrive à résister à Hussein dos au but alors qu'il le colle. Il arrive à prendre la balle, se retourner et anticiper le fait que Greenwood est en train de partir pour le lancer en profondeur. Greenwood qui continue son effort. Et après, bon, la justesse technique de Greenwood dans ces situations-là, une fois qu'il est lancé, qu'il a de l'espace, il trouve le bon choix sur Weah. Weah qui est en confiance, qui venait de marquer, donc il tente une phase difficile de loin. Est-ce qu'il peut aller jouer à Emerson à gauche? Compliqué, je pense. Je pense que c'était quand même un bon choix de frapper. La frappe est belle. Mais tu mènes à 0 et tu continues à être dangereux, tu continues à jouer en sortant les ballons de l'arrière. C'est très intéressant. C'est vraiment dommage de faire dans la foulée cette faute bête qui t'entraîne un penalty, au final on leur donne le Ah but. ouais, ah, Mais première mi-temps où tu as montré par à coup que tu pouvais être dangereux, donc en plus de but, tu as ces deux situations-là. On se rappelle qu'il y a aussi une autre facette de notre jeu, hein, c'est le jeu direct de Rouli vers l'attaquant pour sauter tout le pressing, et ça a failli faire mouche avec Aubameyang. Mais par contre, à partir de cette 55e, on a été vraiment, je trouve, très très bon dans le jeu,
avec du jeu à une touche de balle parfois impressionnant. Tu vois, là, c'est en une touche que Kondogbia va trouver encore un très bon décrochage d'Aubameyang qui va remettre dans la course parfaitement d'Højbjerg, qui lui remet vraiment tout ça du jeu à une touche, ça va vite. Aubameyang accélère et va aller chercher Timothy Weah, qui fixe bien comme il faut. Aubameyang a continué à frapper. Encore une fois, une action. Alors, on va revenir à ce que tu disais tout à l'heure, à ce que disait Edouard Cissé. Ça, c'est pas du football. Ça, c'est pas intéressant tactiquement. Une action pareille au Bernabéu, quand il y a l'Olympique de Marseille, de sortir de l'arrière, de partir de ton libéro, de jouer quasiment toi une touche de balle et de finir ton action par une frappe. Et le joueur qui finit l'action par la frappe, c'est celui qui avait décroché pour créer le premier décalage. C'est pas de la tactique, ça. C'est pas un plan de jeu bien défini. Ouais, Je trouve que oui. Ouais, mais encore une fois, Naïm, je pense que les Edouard Cissé et toute la presse française imaginent un OM proche du Real Madrid, apparemment. Ça doit être ça, parce que vu qu'on attend vraiment que l'OM soit capable d'aller gagner à Bernabéu, et je pense qu'il y a quelque chose qui, du côté un petit peu chauvin français, est parfois assez surprenant, de dire que tu n'as pas vu un schéma de jeu alors que oui, tu as pris la foudre des 25 premières minutes, mais là, sur ces actions, il y a vraiment de la réflexion, il y a de la construction, il y a de la création, il y a vraiment tous les ingrédients que doit mettre Xabi Alonso en place avec le Real, en fait. C'est ces ingrédients-là que tu dois avoir avec le Real. C'est de la prise de risque. On joue le Real de Madrid. Là, regarde dans quelle situation est Kondogbia. Regarde les 4 joueurs du Real qui l'entourent. Et Medina va lui donner le ballon. Et Kondogbia va faire une prise de balle extraordinaire qui lui permet d'éliminer tous ces joueurs-là. Un superbe changement d'aile pour Mason Greenwood. Après, bon, c'est du 1 contre 1. Greenwood percute, centre. C'est vraiment dommage sur cette action-là qu'Aubameyang, qui pourtant a du flair sur ces situations, ne l'ait pas senti. Parce que normalement, c'est censé être son point fort. Et là, s'il fait cette petite course, alors c'est pas facile de ne pas se mettre hors jeu, d'être dans le bon timing. Mais tu vois, Koysen est totalement spectateur sur cette action-là. Et si Aubameyang passe devant, je pense que c'est but. Encore une fois, superbe action, bien construite, gros prise de risque. 60e, tu vois le chrono, on n'arrête pas. On n'arrête pas depuis la 55e, on n'arrête pas de construire des actions de l'arrière au Bernabéu avec une équipe qui est reconstruite. Donc ça, c'est quand même une marque d'un bon entraîneur. Là, le Real a un peu, Naïm, ce qui est bien, c'est que le Real a commencé à baisser physiquement parce qu'il nous mettait un tel pressing au début que il fallait le tenir, tout ce pressing. Nous, on savait qu'il fallait laisser passer l'orage. Un match, c'est 90 minutes. C'est pas parce que tu as été dominé pendant 20 minutes, tu l'as bien dit tout à l'heure, avec l'impact du carton d'Harit. Là, c'est une situation que tu aimes beaucoup, que tu mets souvent en évidence, dans le jeu de De Zerbi, les latéraux qui rentrent à l'intérieur. Tu vois que Pavard va tout doucement commencer à coulisser vers l'intérieur. Encore une fois, très bonne sortie de balle, bon décrochage d'Aubameyang, du jeu à une touche, un espace qui s'ouvre là-bas dans lequel va s'engouffrer Pavard. Kondogbia va aller chercher Greenwood. Et cet appel intérieur, dont on parle très souvent de Murillo, et qui a très bien fait Pavard, regarde l'espace qui s'était ouvert. Greenwood fait ce qu'il faut, il joue à une touche, il ne peut pas faire mieux, malheureusement, il est contré. Mais si ce ballon passe, c'était magnifiquement joué parce qu'on a pris du risque en sortant le ballon et surtout, on a utilisé l'espace qui a été créé de ce côté-là parce qu'on a attiré du monde côté droit. C'est du derby ball, c'est ce qu'on montre depuis le début de l'année dernière. Quand on nous dit quand Dugarry dit qu'il ne voit rien dans le jeu, ça fait partie des différentes facettes de construction que nous, on voit, en tout cas en analysant les matchs. Et encore tout le long de la deuxième mi-temps, encore 64e, tu vois, on a vraiment une grosse phase de domination avec du bon jeu dans le petit périmètre. Un ballon qui va aller être cherché sur le côté par Højbjerg. Et ce qui est intéressant, c'est que Emerson va continuer sa course. Après ce petit jeu à 3, très bien en une touche de balle, il va continuer sa course et ça va être très important parce que Carvajal va anticiper la remise en retrait de Weah, qui lui va laisser passer le ballon et du coup va totalement l'éliminer. Alors c'était assez intelligent, on peut penser qu'il y avait de l'espace, mais il restait du monde, donc c'était quand même assez intelligent de lancer Aubameyang qui n'était pas en jeu, même s'il avait dû s'arrêter. Mais malheureusement, comme on va le voir sur l'écran suivant, Thibaut Courtois avait très très bien lu la situation. Ouais, et en fait, une dernière petite situation de Zerbi Ball, c'est ça part d'une anticipation, donc ouverture de Tchouaméni. Et là, ce qui est intéressant sur cette action-là, c'est que Medina, sur cette ouverture,
il joue en une touche. C'est-à-dire non seulement il anticipe la passe, il l'intercepte, mais au lieu de la contrôler, il joue de suite en une touche sur Højbjerg, qui, lui, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Acherchour qui dit que Højbjerg n'a jamais pris de risque comme l'a fait Kondogbia sur sa prise de balle, mais il fait une prise de balle sous pression avec un joueur dans le dos, il l'élimine, ce qui lui permet d'aller jouer de l'avant vers O'Reilly. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est là où O'Reilly est très bon, c'est qu'en une touche de suite, il va chercher Aubameyang. Et c'est ça qu'il faudra vraiment, cette connexion qu'il faudra réussir à travailler. Bon, là, c'est une action qui finit sur le côté où Aubameyang sera un peu trop seul. Mais c'était pour illustrer le fait que pour la suite, la connexion O'Reilly-Aubameyang, le fait de se comprendre et qu'Aubameyang parte quand O'Reilly a le ballon et qu'O'Reilly voit déjà l'appel, ça peut être très, très important pour nous pour la suite. Ouais, et de toute façon, Naïm, pour pouvoir mettre en place le jeu de Zerbi, il y a quand même beaucoup de joueurs. On le répète, il y avait 6 nouveaux joueurs sur le terrain. Donc ça prendra un peu de temps. Mais moi, il y a quelque chose que je veux souligner, Naïm, et qui est très, très important. Ok, on s'est dépeuplé au milieu de terrain. Il y a beaucoup moins de talent que l'année dernière, notamment avec le départ de Rabiot et Rongier. On sait que c'est un point important et qu'il faudra peut-être un peu plus de temps pour bien huiler ce schéma-là au milieu de terrain. Mais par contre, derrière, Naïm, il manquait Naïef Aguerd. Sûrement ton meilleur défenseur, on verra, mais on a de la qualité. Mais sûrement ton meilleur défenseur. Un qui couvre au moins un spectre le plus large des défenseurs à l'OM sur toutes ses qualités. Donc, moi, je t'ai toujours dit, si tu sais bien défendre, tu gagnes les matchs. Parce que c'est plus dur de bien défendre collectivement que bien attaquer, en fait. On dit toujours que c'est plus facile de défendre, mais si tu remarques bien, les équipes, là où ils ont le plus de mal, le Real Madrid, c'est le cas hier. Hein. C'est-à-dire que offensivement, les équipes dominantes, en fait. Les équipes dominantes, ouais. Parce que défensivement, le Real hier, en termes de placement, c'est catastrophique. C'est d'une naïveté incroyable. C'est pas bien aligné. Et je me disais, putain, si on est capable d'avoir une chouïade plus de justesse, tu vois, il nous manquait je sais pas si c'est ce courage, ce talent, parce que je pense qu'il faut après le talent de pouvoir le reproduire pendant le match, Naïm. Et voilà, c'est ce que j'ai envie que je t'envoie la passe D, parce que là, celle-là, elle est précise de passe D, Naïm. Ouais, elle est plus précise que certaines qu'il y a eu hier, c'est vrai. Elle est plus précise que certaines, mais putain, j'ai un goût d'amertume dans la bouche à cause de ces opportunités-là, où je me dis, on aurait pu être clinique, en fait, sur ces opportunités-là. Ah, c'est sûr, bon, on vient quand même de voir une énorme séquence sur la vidéo d'avant, qui montre à quel point on a fait beaucoup de très bonnes actions. Ça, quand même, c'est très important de le noter, parce que je rappelle qu'on était au Bernabéu. Et ça dans l'analyse de la presse française, j'ai l'impression que c'est un détail. Alors que ça n'en est pas un du tout. C'est le Real pour la presse française. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu parfois un petit goût d'inachevé. Alors là, c'est début de match, c'est compréhensible, on sortait de la grosse foudre, mais il y a une très bonne récupération d'Højbjerg, un bon appui de Greenwood, tu vois, il lui donne et gros demande derrière. Et là, je pense que très en jambes, Naïm. Il a été très en jambes, Greenwood. J'ai vraiment beaucoup aimé son match. Mais comme quasiment tous les joueurs, franchement, moi, je les ai trouvés bons. Les notes ont été trop dures, je trouve, sur certains joueurs. Et là, je pense que, par exemple, il y a l'opportunité pour Højbjerg de lui remettre. Et ça va même être une double opportunité, enfin, voire une triple, parce qu'il avait aussi la possibilité de lancer Aubameyang, qui va plus vite que Militao, et qui en plus, Militao est un peu concentré sur le ballon, il ne voit pas trop ce qui est en train de partir dans son dos. Et malgré tout, malgré cette situation-là, où il ne les a pas mis, il va y avoir un deuxième appel de Greenwood. Et là, c'est pour illustrer totalement ce que tu disais, c'est parfois la passivité de la défense du Real qui n'est pas prête à suivre ces appels-là. Ouais. Tu vois, les trois joueurs qui peuvent intervenir. Regarde l'alignement comme il est, la défense du Real, rien que sur ça. L'alignement est mauvais et les attitudes sont mauvaises. C'est-à-dire que le seul qui est en situation d'intervenir au niveau de la position du corps, c'est Carvajal, mais il est beaucoup trop loin. Les trois autres, ils sont complètement pris si ce ballon-là est donné. Donc, ça fait partie des situations où je pense qu'il va falloir qu'on progresse et qu'on ose un peu plus. Mais tout ce que je vais te montrer, ça part quand même à chaque fois de beaucoup de choses. Tu vois, encore une fois, du jeu en une touche en remise pour créer un décalage. Cette action, elle est juste exceptionnelle. Vraiment, quasiment tout est fait à une touche de balle. Et tu sors de la première densité madrilène. Ça continue. Tout ça, c'est à une touche de balle. C'est juste, si ceux qui peuvent revoir le match, regardez-le, parce que cette action, elle est vraiment magnifique. Et vraiment, tout ce qui a été fait était beau. Seulement, il y a eu des opportunités de lancer en profondeur. Et même là, finalement, la fin va être un peu ratée. Et tout le long, depuis la remise d'Aubameyang, il y avait des possibilités, même tu vois, en bas, d'écarter complètement le jeu, et qui ont été un peu ratées. Mais
ce qui a été fait, c'est collectivement et techniquement, c'était juste parfait. C'est dommage, c'est dommage de ne pas avoir bien fini cette action-là. Mais vraiment, 31e, pour ceux qui ont la possibilité de revoir le match, je vous recommande vraiment de revoir cette action parce que c'était ce qui a été fait techniquement, pour moi, c'est du très, très haut niveau. Et si on a à reproduire ces actions-là, on risque d'être vraiment très, 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 très dangereux. Et là encore, ça part d'une interception d'Emerson, donc très, très bon hier, vraiment, Emerson. Encore une fois, là où je l'ai trouvé bon, c'est dans l'utilisation des espaces. Il sait quand partir. Il est très intelligent. Là, il voit qu'il y a un espace ouvert. Donc, appuie sur Højbjerg en 2 touches. Højbjerg lui remet. Là, encore une de magnifique avec Wea. Encore une fois, un bon appel de l'espace d'Emerson. Et c'est là où le bas va un peu baisser. Première chose, Greenwood, beaucoup trop loin. Je pense que là, il est en train de voir qu'ils sont en train d'aspirer les Madrilènes côté gauche. Il doit commencer à rentrer à l'intérieur. Et en fait, le fait qu'il soit loin, déjà, quand O'Reilly a le ballon, il a une première possibilité de donner à Aubameyang. Et ça, c'est la fameuse connexion dont je te parle. Il faut qu'il arrive. Importante, celle-là, elle était tellement exactement. importante. C'est là, si. Alors, tu vois que là, quand j'arrête l'image, il est en train de contrôler le ballon. Donc, c'est pas si simple en fait, parce qu'il y a la possibilité d'être hors jeu si Aubameyang lui donne. Mais il y avait quand même, je trouve, une première ouverture. Et en fait, on a entendu le commentateur dire il fallait aller à droite. C'est pas faux, plutôt que revenir et frapper. Mais Greenwood est quand même très très loin. Il aurait fallu que Greenwood soit un peu plus près. Et ça aurait été vraiment beaucoup plus dangereux. Encore une fois, une très belle action construite de l'arrière avec un petit coup d'inachevé à la fin pour peut-être ne pas avoir osé une passe plus difficile. Un circuit qu'on connaît, sortie de balle de l'arrière directement de Rouli sur Medina. Et là, pareil, beaucoup de justesse technique entre Medina, Højbjerg, Kondogbia qui va nous ouvrir un énorme espace alors qu'on était enfermé sur le côté. Et c'est là où je pense qu'O'Reilly aurait dû continuer encore vers Greenwood. Tu vois, on était sorti d'une densité à gauche. Je pense qu'il aurait dû aller terminer à droite pour que Greenwood aille jouer à 1 contre 1. Ils avaient très peur de lui en 1 contre 1. Là où Medina, hier, il a un peu moins fait que d'habitude et c'est peut-être un peu dommage. C'est ces ballons où il n'hésitait pas, tu sais, à sauter le pressing. Et sur celle-là, par contre, il a été très bon. Sur celle-là. Pour moi, Naïm, Medina, sur Medina, c'est peut-être mon unique vraie déception. Quand je dis unique vraie déception, parce que je connais le potentiel du joueur. Je sais ce dont il est capable. Et je l'ai senti vraiment absorbé par la tension et la pression du match. Il a eu des 20 premières minutes très, 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 très difficiles. Et techniquement, alors que c'est un joueur qui est capable de vraiment, comme tu viens de le montrer, de trouver des intervalles de passe très intéressants, là, je l'ai trouvé un peu emprunté sur ce match-là. Attention, surtout en première mi-temps, mais c'est vrai. Il avait pas dans une première mi-temps. Voilà, ça ne remet pas en cause, bien évidemment, le potentiel du joueur qui, pour moi, on est qu'au début. C'est son 2e match officiel avec l'OM. Il ne faut quand même pas l'oublier. Mais derrière, voilà, potentiellement, j'attends beaucoup plus de Medina dans ce système-là que ce qu'il a pu faire hier contre Madrid. Ouais, et donc tu vois les décisions définitives des réseaux sociaux où Balardi devait complètement sortir du groupe. Là maintenant ça va être Medina. Donc bon, on a juste beaucoup de qualité, on a de la chance et chacun va être obligé de se donner au maximum parce que si la garde est disponible, qui va sortir du 11, tu vois, mais Balardi a fait un bien meilleur match que Medina. Donc la question peut se poser, mais Medina est excellent depuis le début de la saison. Donc c'est intéressant pour nous. Et sur cette action-là, ce qu'il fait, je trouve que c'est fort. Parce que c'est quand même pas sa qualité première, le jeu de haut but, et d'avoir le joueur qui te colle fort comme ça et de réussir quand même ta remise parfaitement, je trouve que c'est vraiment très très bien joué. Et surtout, ce qu'il a de très fort, c'est qu'encore une fois, il repropose de suite derrière, il va très vite et c'est là. Pareil, je pense qu'Højbjerg, il doit lui mettre ce ballon-là parce que Carvajal est complètement éliminé en fait. S'il le met pas, je pense qu'il doit aller chercher Greenwood là-bas, qui va pouvoir encore une fois aller jouer une situation de 1 contre 1 qu'il aime lancer. Et le fait de donner en fait à O'Reilly qui n'était pas préparé à ça, O'Reilly va rater cette passe-là. Il va quand même se battre pour la récupérer derrière. Donc ça c'est à noter. L'état d'esprit de la deuxième mi-temps qui a vraiment été excellent. On a été bon dans tout. Et donc là, c'est encore une fois un schéma qu'on connaît, qu'on aura vu dans ce match et où vraiment c'est la différence, tu vois, Bilal, entre l'analyse à chaud et l'analyse en revoyant le match. À chaud, chaque fois qu'on donne bien le ballon, on tremble. On se dit, on a peur, ça semble être limite et tout, mais la réalité, c'est que tu vois que là, dans le résumé que je suis en train de te montrer de toutes les situations, c'est souvent lui qui vient dans la densité et qui arrive à s'en sortir, encore une fois, avec du jeu à une touche de balle. C'est une facette qu'on ne lui connaissait pas trop, ça. Arriver et jouer à une touche de balle dos à la cage,
et arriver à trouver un appui. Et il a été très très bon sur ça là-dessus. Aubameyang, très très bon encore. Il décroche, Ouais. il lui remet parfaitement. Et c'est dur à juger le match de Kondogbia, Naïm. C'est très dur à les juger. Et je peux comprendre ceux qui le jugent. On le juge un match sur 90 minutes. C'est vraiment, je démarre très très mal avec des pertes de balles très dangereuses. Un penalty offert comme. J'ai Il va faire rarement vu il va faire des cauchemars de celui-là de penalty. j'ai rarement vu une erreur aussi bête, mais on sait que c'est des erreurs qu'on est capable de faire. Et on le savait que pour se saborder, il fallait faire une erreur grossière. Et on la voyait tous venir, mais on ne savait pas de qui elle allait venir, cette erreur grossière. Mais bon, Kondogbia, il fait une erreur. Mais ensuite, par contre, il a montré que mentalement, malgré ça, il a su relever la tête. Et ça franchement, il faut lui rendre hommage là-dessus parce que démarrer aussi mal, faire une faute grossière et ensuite prendre autant de risques, ben, ça dénote quand même que c'est un joueur qui a du courage. Ouais, puis de la qualité. Une qualité qu'on ne lui avait pas toujours vue à ce poste. Techniquement, ce qu'il a fait, c'est fort hier. Bon, je t'avoue que j'ai rarement autant hurlé que sur sa faute. La toute dernière fois, c'était quand Harry n'était pas revenu contre Tottenham, alors qu'il avait juste à le bloquer pour qu'on aille en Europa League. Mais bon, là, n'empêche qu'il a quand même fait un bon match. Là, c'est juste dommage, il donne pas un super ballon à O'Reilly, tu vois. Il lui met un peu dans le dos, alors que s'il l'avait mis devant, ben, O'Reilly aurait eu la possibilité de chercher cette fameuse passe à Aubameyang. Ça fait beaucoup de situations où on aurait pu faire mieux, c'est sûr, mais tu vois que toutes ces situations que je t'ai montrées, malgré tout, elles partent à la base d'une superbe construction et d'une sortie de balle très difficile sous pression. C'est quand même porteur d'espoir. Hein. C'est le titre que tu as dans ton dos et je trouve qu'il illustre parfaitement ce qu'on a vu hier. C'est que aussitôt dans la vie de ce groupe-là, de cette équipe-là, être capable de faire ce qu'on a fait techniquement et dans les intentions de jeu contre le Real, c'est beau et ça laisse peut-être présager un très bel avenir. Ouais, il faut prendre les bons côtés, il faut comprendre aussi les mauvais, parce que la même entame de match contre Paris dimanche, bah, tu perds 3-0. Ouais, Si c'est Paris sûr. est en réussite, donc sans problème. Et donc tu te dis, bah, finalement, ton match, tu n'as plus du tout la même vision du match. Donc je pense que la concentration face à Paris, peut-être même essayer de jouer différemment les débuts du match contre Paris, peut-être prendre un peu moins de risques potentiellement dans la page. Si on a besoin de se chauffer, hein, il y a quelques gabarits qui ont peut-être besoin d'un peu plus de temps pendant le match pour rentrer dans le match, que ce soit Hubert ou que ce soit Kondogbia. C'est pas des gamins de 20 ans. Donc, faire attention contre Paris. Et il y a C'est un vrai, point. mais en contrepartie, quand même, à noter que ces risques-là, oui, on est en danger quand on perd le ballon, mais de jouer des longs ballons et de les perdre de suite, ça revient encore plus vite en vague et ça fait Ouais, encore plus mal au final. Et donc, c'est quand même un risque qui est assumé et je trouve que tu as moins de chances, paradoxalement, d'encaisser un but comme ça que de faire qu'allonger, que ça va revenir et que oui, mentalement, non, mais tu vas c'est plier. juste une question de temporisation dans le match, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des moments où si tu te sens pas encore bien physiquement ou pas encore lancé dans le match, il faut pas hésiter parfois à lancer, mais sans oublier qu'à la base, tu dois pas faire ça, tu vois. C'est juste une question de tempo, de se dire, bon, les 10 premières minutes, il faut que j'arrive peut-être à leur laisser le ballon et à leur mordre fort à eux dans les pieds, que moi prendre tous les risques et que ce soit eux qui me fassent très mal, tu vois. C'est juste une question de tempo. Et juste pour conclure, Naïm, comme d'hab, on fait des vidéos de 40 minutes, on n'arrive pas à être en dessous parce qu'il y a trop de choses à dire. C'était un match particulier aussi. C'est un match particulier et je pense que c'est vraiment important de le préciser, Naïm. Il y a beaucoup de critiques sur la fin de match, sur le manque de folie de fin de match, sur les joueurs qui sont rentrés en fin de match. Donc, on rappelle Murillo, Sidi Riley qui rentre en fin de match avec Pechao. Ciao. Il y a Veremen. Vermeeren, ouais. Mais c'est surtout sur les changements. Je crois que c'est Pechao et Murillo qui rentrent en même temps. Et c'est vrai qu'on attendait tous l'étincelle en se disant le Real est à 10 contre 11. Ils sont tout aussi dangereux à 10 contre 11 qu'à 11 contre 11. Hein, on est d'accord. C'est très important de le signifier. Le Real qui mène 2-1 à 10 contre 11, c'est pas beaucoup moins dangereux. Mbappé et Vinicius, ils peuvent partir dans le dos, ils vont plus vite que toute la défense de l'OM. Donc, ce qu'il faut signaler, c'est que sur ces comptes-là, ils trouvent rarement le troisième homme, qui était Brahim Diaz là en fin de match. Finalement, il conclut quasiment toutes les actions qu'à eux deux. Donc, le fait que Brahim Diaz reste que défendre et ne le suive plus, ça leur change pas grand-chose. Hein. Non, on est d'accord. Et c'est pour ça que l'OM a essayé de trouver les espaces en essayant de contourner et en essayant de les faire travailler sur la largeur. Mais ça a quand même, tu vois, on va le montrer à l'image, ils ont quand même bien défendu quand même. Ouais, en fait moi je suis pas d'accord avec le. J'ai quelqu'un à la fin du match qui me dit
On a fait que des passes latérales toute la fin du match, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. Et c'est ce que je voulais montrer, illustrer en image. On peut reprocher de ne pas avoir trouvé la faille. On ne peut pas reprocher de ne pas avoir essayé. Et là, ça va être important que tu regardes le chrono là-haut tout au long de cette vidéo pour montrer que, qu'on a essayé, 84e, et avec des manières différentes. Donc là, on peut reprocher à Pachao peut-être de ne pas avoir donné le ballon à Gouiri, mais moi je trouve que c'est bien joué parce que tu vois qu'il est très bien accompagné, Gouiri. Qu'est-ce qu'il aurait fait là? Il se retrouvait enfermé à 2. Donc il prend plutôt le choix de revenir, mais pour le coup, je trouve que c'est intelligent, clairement. Et Højbjerg, donc pareil, qui a été très critiqué, il joue jamais de l'avant, etc. C'est faux. Encore une fois, là, dans les 5 dernières minutes, il va trouver ce ballon dans l'intervalle pour Gouiri. On le voit, là, juste dans la photo d'avant, il y a 7 joueurs du Real Madrid quand même, qui sont dans leur propre camp. Donc, regarde, exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 joueurs. Tu vois et là, quand Gouiri arrive, encore une fois, je veux bien qu'il n'y ait pas de folie, mais là, il doit passer là. Il doit arriver à éliminer tout ça, Gouiri. Ouais, il doit essayer de prendre le couloir débordé, centré. C'est peut-être. C'est quand même pas facile. Il est en 1 contre 1 avec un joueur qui va très vite. Et tu en as un deuxième derrière, Militao, qui est prêt à intervenir, à refermer en prise à 2. Donc, moi, je trouve que c'est compliqué d'aller en 1 contre 1. Je trouve qu'encore une fois, c'était plutôt intelligent de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire de ressortir sur Vermeeren, qui remet en appui pour Højbjerg. Et là, pareil, on me dit, ouais, il aurait pu tirer. On va faire un arrêt sur image pour voir où est Chouamini devant lui. Je veux dire, tu tires comment là? Même tu as Courtois dans la cage, tu vas pas marquer comme ça. Et encore une fois, on me dit qu'Højbjerg ne fait pas de passe vers l'avant. Cette passe, elle est pas facile à trouver, forcément. C'est une passe vers l'avant. Il trouve Greenwood en 1 contre 1. Et Greenwood, malgré la densité madrilène, malgré le monde qu'il y a devant lui, il arrive à finir par une bonne frappe. Peut-être qu'il aurait pu faire mieux, peut-être qu'il aurait pu cadrer. Je suis désolé, je trouve que c'est dur. Je trouve que il arrive à être en position de frappe déjà contre des joueurs pareils. C'est fort. Non, et Naïm, je vais même plus loin là sur ce que tu es en train de montrer. Ça génère un corner. Là où on aurait préféré une meilleure issue, c'est sur les coups de pied arrêtés, sur les corners, parce qu'on en a eu plusieurs sur la fin de match. Ils ont été plutôt bien tirés. Il y a 2 énormes occasions sur les corners. Exactement. Donc bon, on a un manque de réussite. Greenwood manque peut-être un peu de lucidité sur ses actions. Mais Naïef Aguerd, s'il avait été aussi, tu vois, sur la. Non, mais les 2 corners de Gouiri, ils arrivent sur Greenwood. Et il a peut-être pas la lucidité nécessaire après tous les efforts qu'il a fait pour mieux les gérer, mais ils sont plutôt bien tirés. C'est encore 2 grosses occasions de plus que ce qu'on est en train de montrer là. Donc, moi, je trouve que cette action, elle est bien gérée. Je trouve que dire on va passer de l'avant, il fallait plus vite, etc. Non, elle a été très bien gérée, cette action-là. On n'a pas mis devant quand il fallait pas y aller. On n'est pas allé en 1 contre 1 quand il fallait pas y aller. Et on a fini par une très bonne situation. Je trouve que c'était plutôt bien géré. Et regarde, on continue. On continue à appuyer. 86e. Donc, dire qu'on a fait que des passes vers l'arrière toute la fin de match, c'est faux. Encore une fois, une passe difficile d'Højbjerg dans la densité pour Gouiri. Gouiri qui se retourne, qui joue lui aussi de l'avant pour Pachao. Et encore une fois, regarde, il y a du monde. Il y a du monde, le Real est bas, c'est pas facile. Donc, Pachao ressort. Et quand on dit il n'y a pas cette folie, on n'a pas ils n'ont pas osé, mais là, ce que vont tenter Højbjerg et Murillo, je trouve que c'est dur, c'est magnifique, c'est du jeu à une touche de balle dans un tout petit périmètre. Et tout est fait à une touche de balle. Et regarde l'espace, il ne s'est pas fallu beaucoup pour qu'il passe entre les deux Højbjerg. Ça revient sur Pachao qui malheureusement rate sa frappe. Mais ça, c'est de la prise de risque maximale. Jeu à une touche de balle dans la surface avec tous les Madrilènes qui sont dedans. Et c'était assez juste techniquement. Je trouve qu'encore une fois, c'était très bien joué. Il manque pas grand-chose, c'est ce qu'il fallait tenter. Et là, encore une fois, tu vas vers l'avant. Il y a du monde, il y a des Madrilènes, mais tu tentes cette passe difficile. Tu retrouves un Greenwood qui est entre 3 Madrilènes, mais tu l'as tenté. Et lui, il va tourner ce ballon, il va partir prendre l'espace. Et là, je suis d'accord. Ça, c'est une des passes peut-être qui a fait râler. Et je suis totalement d'accord. CJ aurait dû jouer vers l'avant. Il a quand même un peu des circonstances atténuantes. Il vient de rentrer. Je pense que c'est son premier match en Ligue des Champions. Je ne sais pas s'il a déjà joué avec City à l'époque. Mais en tout cas, il n'a pas beaucoup d'expérience en Ligue des Champions. Quoi qu'il arrive, il vient à peine de rentrer. Bon, on peut lui reprocher de ne pas l'avoir mise, mais il y a certaines circonstances atténuantes. Et regarde, on continue. On est toujours dans les arrêts de jeu, dans ces 10-15 dernières minutes avec les arrêts de jeu. Et on tente. Là, Pachao, il y va. Il y va en 1 contre 1, sauf qu'il y a du monde. Il y a un défenseur qui va très vite. C'est l'inconvénient de ce défenseur qui, malheureusement, fait beaucoup d'erreurs. Cette fois, il n'a pas causé de pénalty contre nous. Mais il a un atout, c'est qu'il va très vite. Et il gagne son duel. On obtient un corner où on n'aura pas réussi à marquer. Et jusqu'au bout, jusqu'à la fin, on aura tenté. Dans cette énorme densité du Real, encore une fois, Højbjerg,
il va vers l'avant, il tente. Medina, il fait un appel pour ouvrir l'espace à Pachiao pour tenter de centrer. Très, très bon centre de Pachiao. Très bon centre, mais bon, le duel n'est pas gagné malheureusement par Aubameyang. Donc, ça fait beaucoup de situations quand même où on allait vers l'avant. C'était le Real encore une fois en face. Et donc, dire que on a fait que des passes latérales toute la fin du match et qu'on n'a pas osé, je trouve que c'est pas vrai. Et je trouve juste que il y a une équipe qui est plus forte que nous, c'est la réalité. Et si on l'a pas découvert hier, et moi, avant le match, tu te souviens, dans le prono d'avant-match, j'avais dit je crains la défaite où tu perds 2-1, 3-1, mais où tu crois que tu es prêt, mais en fait, tu n'as jamais été prêt de gagner. Ben, autant je tombe juste sur le score, autant je tombe pas juste sur la manière. Sur la manière, non, finalement. Parce que jamais j'aurais pensé qu'on aurait pu faire autant de sorties de balles, autant de situations construites, autant de justesse technique face au Real. Vraiment, on vient de faire une vidéo de 45 minutes, quasiment exclusivement, excepté la première vidéo sur la défense. Tout le reste, ça a été sur de la construction et des sorties de balles sous pression, sur de la justesse technique, sur vraiment de la qualité. Je trouve que c'est énorme dans un match contre le Real de Madrid. Bon, personne ne se satisfait d'une défaite. Hein. On peut pas être content après une défaite, même si l'adversaire est beaucoup plus fort que toi. Mais juste, on peut être lucide dans l'analyse et ne pas dire ce qui a été dit quasiment partout en France, on précise. Ouais, mais c'est bien qu'il y ait eu tu vois, qu'il y ait ce paradoxe entre la France et l'Espagne. Et ça montre que l'interprétation d'un match peut être différente d'une culture à une autre. Et c'est pour ça que vous êtes abonné à cette chaîne-là, à la Mitoyen, parce que nous, on essaie de rester le plus objectif possible par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain et dans le jeu. Donc, on vous le montre à l'image. C'est pas juste le ressenti pendant le match. Il faut revoir le match pour comprendre des situations de jeu, parce qu'il y a l'émotion qui prime sur la réflexion pendant que tu regardes le match. Donc, surtout hier, c'était vraiment une émotion x10. On était tous sous émotion. Et il y a cru un moment. On est positif. On est positif, mais on essaie d'être lucide. Tu vois, quand on parle de Kondogbia, il a fait un très bon match, mais c'est un scandale ce qu'il a fait sur le penalty. Je suis le premier à le dire. C'est un joueur de son expérience, il n'a pas le droit de faire ça. C'est catastrophique. Mais, à la différence des autres, c'est qu'on ne s'arrête pas que sur ça. On prend son match sur sa globalité et on montre tout ce qu'il a fait de bien aussi. Exactement, exactement. En tout cas, les amis, encore une fois, j'espère que vous êtes régalés sur cet après-match. On a essayé d'être le plus complet possible. On a une semaine encore qui s'annonce terrible avec la réception c'est pas fini. Paris. C'est beaucoup plus fort ce qu'on va jouer dimanche. Voilà, et malheureusement pour nous, ce sera beaucoup, beaucoup plus fort. Il va falloir sortir un très grand match. On espère le retour de Naïef Aguerd aussi sur ce match-là. On verra, on vous tiendra informé en temps et en heure des disponibles pour ce match. En tout cas, restez positifs. C'était le premier match en Ligue des Champions. C'était un match à Madrid. On a été loin d'être aussi ridicule que ce qui était annoncé en avant-match. Donc, il faut savoir garder le positif. Il faut savoir comprendre aussi ce qui n'a pas été bien fait. Et tout ça, je pense que le coach est assez à même et capable de leur montrer chaque situation et pourquoi elle n'a pas été bien faite. On se retrouve très rapidement, probablement vendredi soir pour l'après-match. On vous tiendra informé en temps et en heure de quand est-ce qu'on tournera cette vidéo-là. C'est une vidéo importante parce que on va affronter Paris qui joue contre un de nos adversaires, contre l'Atalanta ce soir. En tout cas, on va avoir un œil doublement attentif. Ouais, totalement. On vous montrera probablement des choses vendredi dans l'avant-match de ce qui a été fait avec l'Atalanta. En tout cas, les amis, encore merci, encore une fois. Vous savez, on travaille toujours à essayer de récupérer notre chaîne. On espère pouvoir la récupérer, mais entre-temps, refaites-nous grandir comme vous nous avez fait grandir, les amis. Et on se dit à très, très vite. Et surtout, n'oubliez pas, l'OM, c'est vous, l'OM, c'est nous. Et surtout, l'OM, c'est nous tous. Allez, l'OM! Voilà, c'est l'OM. C'est simple, c'était quoi le nom de la série? Sans jamais rien lâcher. On y est, on y est. On va jamais rien lâcher.